Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cube. Extra, extra, read all about it. Extra. 1% de la population dirige le monde, 99% s'y soumettent, 98% s'en foutent. Le contre-JT a décidé de ne pas s'en foutre. Bonsoir. Bonsoir. 10e édition, je crois. Oui. Ouais. Alors, un petit point sur notre audimat, ça ne fait que reculer. On avait commencé à 70, on en est à 57, 57. Ça, c'est parce qu'il faut partager, hein. Pour nous soutenir si vous aimez ça. Donc très mauvais chiffre, on se ferait virer pour moins que ça dans n'importe quelle chaîne de télévision, française ou étrangère. Mais là, comme on n'est pas payé, de toute façon. Ouais. Ce soir, le contre-JT est spécial. Bah, rituel de fin d'année oblige. On a imaginé présenter des vœux pour l'année 2016. Et avant de présenter des vœux, on voulait faire un petit point sur l'année 2015, qui nous est apparue comme l'année de toutes les peurs. L'année de toutes les peurs, sous le regard du contre-JT de Kamikaze, et on va regarder ensemble les événements qui ont parcouru cette année, ou plutôt que l'année a parcouru. Donc en janvier 2015 et novembre 2015, évidemment la peur du terrorisme, qui s'est étendue à la peur de l'islam et des musulmans. On a eu également la peur des réfugiés, même si on a vu dans un contre-JT, si vous l'avez regardé, que c'était une peur factice. Néanmoins la peur est là, donc elle n'est pas à négliger. En décembre 2015, on a eu la peur du Front National. Il y a également la peur du chômage, qui augmente inexorablement et dont la courbe ne s'est pas inversée du tout, contrairement à ce qu'on a bien voulu nous laisser espérer. Et la peur du lendemain, qui gagne un petit peu tout le monde sur ce fond anxiogène général. On ne sait pas trop de quoi on a peur, mais on n'est pas vraiment en sécurité. Et cette peur, elle est instrumentalisée par les gouvernements. On a trouvé une citation qui explique ça assez bien. Tu la donnerais, Camille? Oui, je te la donnerais bien volontiers, je me demandais comme ça en plus. En fait, c'est un livre qui est très intéressant, qui est un livre de Patrick Boucheron, qui s'appelle L'exercice de la peur, usage politique d'une émotion. Et ce livre est introduit par un monsieur qui s'appelle René Père, qui est prof de sciences politiques. Et dans cette introduction, on a extrait ce texte que je voudrais vous lire. La notion de peur est donc une pierre de touche pour juger du caractère autoritaire ou non du pouvoir, car celui-ci devient véritablement tyrannique dès lors qu'il assigne à l'angoisse de ceux qu'il gouverne des cibles commodes. Des cibles commodes. Et on va écouter Manuel Valls pour voir comment il réattise les peurs au cas où on se serait tranquillisé. Parce qu'au fond, il y a deux options pour notre pays. Il y a une option qui est celle de l'extrême droite, qui au fond prône la division, et cette division, elle peut conduire à la guerre civile. On a cherché des cibles. Commodes. Des cibles commodes. Alors, le FN, ouais. Tout trouvé, hein. Mais les musulmans sont aussi des cibles, les abstentionnistes, qui n'auraient pas voté contre le FN. Les chômeurs, alors là, ils sont particulièrement servis, ceux-là, par Gérard Longuet, qu'on va écouter. Nous avons des Français qui ont des poils dans la main, il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est trop dur, c'est trop loin, c'est pas ce que je veux. Vous comprenez, moi j'étais formé pour faire du théâtre et on me propose de faire du commercial. Ben non. Vous avez généralisé peut-être un tout petit peu? Pas tant que ça. Le poil dans la main, c'est une formule qui risque de rester alors. C'est une vérité. Alors, c'est formidable de la part de ce monsieur quand même, qui n'a finalement jamais vraiment travaillé, puisqu'il est toujours resté dans les instances politiques et administratives de ce beau pays qui l'a assisté dans sa carrière politique, puisqu'il l'a financé. Rappelons quand même que M. Longuet est issu de Ordre Nouveau, mouvement d'extrême droite violent. Après la dissolution d'Ordre Nouveau, il a été l'un des dirigeants avec son ami Madelin du GUD, donc, que vous connaissez sûrement, qui est un mouvement d'extrême droite violent. Il a été condamné pour violence, il a fait un des programmes économiques de Jean-Marie Le Pen, donc effectivement ce monsieur est parfaitement légitime pour parler des poils. Et derrière les peurs, il y a de l'animosité, de la haine. Je vous laisse quelques instants pour lire ce message de haine.
Ouais, ce message a été lu je ne sais plus combien de fois, plus de 4000 commentaires, enfin, etc. Donc c'est pas un... c'est pas un cas isolé. En tous les cas, il a fait. Alors bien sûr, il y a des commentaires qui sont effrayés, d'autres qui sont indignés et d'autres qui sont plutôt favorables à ce genre de discours. On trouve ça sur les réseaux sociaux fréquemment et c'est terrible. C'est terrible. La société en fait est déchirée puisque les causes des peurs des uns ne sont pas du tout les mêmes que les causes des peurs des autres. Mais il y a une peur qui centralise toutes ces peurs-là. Oui, ce qu'on pourrait appeler la somme de toutes les peurs en fait. Et elle est historiquement décelable dans des périodes un peu troubles ou un peu de transition ou de fortes transitions comme celle que nous vivons aujourd'hui. C'est la peur de la liberté. Et donc la liberté, cette peur-là consiste à avoir peur de décider de son destin en pensant par soi-même ce que sera ce destin. C'est ça la grande peur, me semble-t-il, qui réunit toutes les autres. Je pense que nous avons abandonné l'idée, ou même la possibilité, l'idée même de la possibilité de prendre les manettes, en fait. Et nous avons délaissé ce qui pouvait nous élever, hein, c'est-à-dire un projet commun, quelque chose d'idéalisé, quelque chose qu'on mette devant soi, qui nous dépasse un peu, et qui sont de l'ordre du collectif et de l'envie collective. Alors, quand on a délaissé ce qui nous élève, les mots et les réflexions et les comportements sortent du bas-ventre. Il s'agit, et on le constate dans les discours et dans les oppositions des uns aux autres, comme on l'a noté, c'est l'instinct contre l'instinct, la vulgarité contre la vulgarité, l'invective contre l'invective, l'ordure contre l'ordure. Alors, puisque nous avons confié notre peur de la liberté au bon soin de nos dirigeants, qui ne vont pas se priver de l'utiliser pour mettre en œuvre des politiques sécuritaires, autoritaires, voire totalitaires, suivant ce que disait notre professeur de sciences politiques que j'ai cité tout à l'heure. Alors le pouvoir sait, comme tous les pouvoirs, qu'il pourra durer à cette condition la peur. Et toute forme de contestation politique, de critique sociale est désormais criminalisée. Il faut donc faire peur. À la revendication de la liberté d'expression du 11 janvier, par exemple, le pouvoir a répondu par la loi sur le renseignement, dont on avait beaucoup parlé, et donc un résumé, vous pouvez voir un résumé maintenant. En dehors de toute procédure judiciaire, les services de renseignement peuvent désormais lire les mails, les SMS, écouter les conversations téléphoniques, poser des micros dans les appartements, des balises GPS sous les voitures. Les cibles, les terroristes potentiels. Mais les antinucléaires peuvent aussi être visés au nom d'un concept assez vague. La défense des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France. Les zadistes, eux, peuvent être passés au crible sur la base d'une notion tout aussi imprécise. La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Les militants écologistes sont donc désormais directement visés par le gouvernement. À la rébellion des salariés d'Air France, le pouvoir a répondu par la criminalisation du mouvement, la tentative de prendre de la puissance pour le corps social s'est immédiatement vue criminalisée. Écoutez ce commentaire de Frédéric Lordon. Alors là, on passe immédiatement à Air France. Ah bon? Ben oui, parce que moi voilà ma conclusion, si vous voulez, c'est que la pensée décliniste vient de connaître un coup d'arrêt. Un corps politique dans lequel les hommes du capital finissent en liquette est un corps qui commence à arrêter de décliner. C'est un corps qui va mieux. C'est un corps dont le degré de puissance remonte. Voilà. Je vais me contenter de dire ça. Je vais pas vous faire un truc que vous connaissez tous 1000 fois sur la violence physique, la violence symbolique, etc., etc. Bien que ça soit entièrement pertinent hein, comme analyse, mais vous la connaissez, donc je vais pas vous la refaire. Là, le corps politique s'empuissantise lorsque, collectivement, il sort de la peur. Le capitalisme néolibéral règne à la peur. Si vous voulez, c'est une forme tellement bête du capitalisme
qu'elle est en train de détruire comment dirais-je, les bases institutionnelles qui faisaient sa viabilité politique de long terme. À la nuit barbare du 13 novembre, le pouvoir a répondu par l'état d'urgence, c'est-à-dire par la négation du droit et l'institutionnalisation de l'arbitraire. Et écoutez cette vulgarité du ministère de l'Intérieur. Nous engageons des perquisitions, nous engageons des assignations à résidence. Ces perquisitions doivent permettre aujourd'hui... Il y en a eu combien cette nuit, monsieur le ministre? Cette nuit, il y en a eu 128. 128 autres. Absolument. À la contestation écologiste du barrage de Sivan, dont on sait maintenant qu'elle était ô combien légitime, eh bien le pouvoir a répondu par l'assassinat. Donc la peur de la liberté nous tétanise au point que nous nous sommes muets face à ce qui va déterminer notre avenir et ignorons même les conditions de ce qui déterminera notre avenir et d'une façon, j'allais dire un peu brutale mais réelle, pour dire quelle est la cause qui détermine aujourd'hui, ou les raisons qui vont déterminer notre avenir aujourd'hui, eh bien c'est la bêtise. La bêtise. Écoutez Stigler, le philosophe. Je pense que depuis quelques décennies, nous sommes entrés dans une situation économico-politique et industrielle qui a installé un état de fait de bêtise systémique, qui est beaucoup plus grave que l'exploitation systématique de la bêtise. La crise économique qui frappe le monde entier depuis 2008 et celle qui frappe l'Europe depuis 2011 a mis en évidence le règne de la bêtise. De quoi faut-il vraiment avoir peur dans le fond, à part ces peurs qu'on nous propose, donc ces peurs commodes? Il y a des peurs, à mon avis, qui devraient être peut-être nous atteindre, et qui sont des peurs réelles pour le coup, et qui nous permettraient peut-être de comprendre comment l'avenir va se jouer, l'avenir de l'espèce humaine notamment. Alors pour savoir de quelle peur il faut avoir, vraiment, écoutons la déclaration des Atomic Scientists. Today, unchecked climate change and a nuclear arms race resulting from modernization of huge arsenals pose extraordinary and undeniable threats to the continued existence of humanity. And world leaders have failed to act with the speed or on the scale required to protect citizens from potential catastrophe. These failures of leadership endanger every person on Earth. 2014 is the warmest year on record globally. 9 of the 10 warmest years on record have all occurred since 2000. The warming trend in recent decades is unmistakable. Science clearly demonstrates that human activity is the dominant cause of this warming. If global emissions of carbon dioxide and other heat-trapping gases continue to rise, the severity of climate change impacts will inevitably increase. Donc cette déclaration, elle est de décembre 2015. Et que nous disent-ils, ces scientifiques? C'est qu'ils ont avancé l'horloge de l'apocalypse à minuit moins 3. Elle était à minuit moins 5, je crois. Et ils l'ont approché de minuit. Minuit, c'est l'heure de l'apocalypse. Donc là, on s'en rapproche de très près. On n'a jamais été aussi près depuis 30 ans, les années régalent. Oui, notons que ces scientifiques, en fait, analysent toutes les conditions de disparition de l'espèce humaine. Au début, dans les premières années de leur recherche, ils ont axé leur recherche sur le danger nucléaire. Et ils ont ajouté évidemment des dangers nouveaux que la science a révélés, comme le climat, etc. etc. Et donc ils ont, j'allais dire, intégré l'ensemble des dangers potentiels, les deux principaux étant pour eux le danger nucléaire et le danger climatique. Et c'est pour ça qu'ils tiennent cette espèce d'horloge qui dit les conditions de la survenue de la fin de l'espèce humaine sont plus proches maintenant de minuit qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques mois ou quelques années. Donc, comme tu le disais très bien, merci. Les deux points qui leur paraissent les plus importants, les plus criants en ce moment, c'est le risque climatique. On va d'ailleurs écouter Chomsky sur ce sujet. L'espèce humaine est vieille d'environ 100 000 ans et elle est maintenant face à un tournant de son histoire. Cette espèce est dans une position où elle va bientôt décider, d'ici quelques générations, si l'expérimentation de la vie dite intelligente peut continuer ou si nous sommes déterminés à la détruire.
Les scientifiques reconnaissent que les combustibles fossiles doivent être laissés dans le sous-sol si nos petits-enfants veulent avoir des perspectives décentes. Mais les structures institutionnelles de notre société font pression pour essayer d'extraire la moindre goutte. Les conséquences humaines du changement climatique dans un avenir très proche sont catastrophiques et nous courons vers un précipice. En effet, le risque climatique, il existe toujours et la COP21 n'y a rien changé. Également le risque nucléaire, qui s'est considérablement aggravé depuis que Barack Obama a rénové l'ensemble de ce parc nucléaire. Écoutons à nouveau Chomsky. Vous n'accordez pas une très grande estime au président américain Barack Obama, mais avec cet accord, ne le voyez-vous pas sous un meilleur jour, le fait qu'il s'efforce de réduire la menace d'une guerre nucléaire? En fait, il ne fait rien. Il a juste lancé un programme de plusieurs billions de dollars de la modernisation des armes nucléaires américaines, ce qui signifie l'expansion du système nucléaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles la célèbre horloge de l'apocalypse, établie par le Bulletin of Atomic Scientists, a, il y a quelques semaines, avancé de 2 minutes, donc plus près de minuit. Minuit, c'est la fin. Il est maintenant 3 minutes avant minuit. C'est du jamais vu depuis 30 ans, depuis les années Reagan, quand il y avait un risque imminent de grande guerre nucléaire. Et nous ajoutons une troisième peur à ces deux-là, c'est la peur du totalitarisme, en France particulièrement. Il est déjà à l'œuvre, puisque l'État surveille ses citoyens, comme à la grande époque de Staline, du nazisme. Oui, effectivement, la caractéristique des gouvernements autoritaires ou totalitaires, c'est de suspecter les citoyens, évidemment. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons avec l'horreur nazie ou l'horreur stalinienne, il s'agit de comparer les systèmes politiques. Alors il y a un moyen très simple pour faire ça et pour le justifier, c'est de se déclarer en guerre. Ce que le pouvoir a fait au lendemain, à la bouche un peu, au lendemain des attentats de novembre, eh bien l'État, le gouvernement, enfin le pouvoir a déclaré l'état de guerre en fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un état de guerre? Ça permet quoi un pouvoir? Ça permet d'organiser des pénuries. Alors on savait déjà que la guerre économique déclarée avait organisé la pénurie, avait engagé plutôt l'austérité, qui est une pénurie. Et là on va évidemment sacrifier la liberté au nom de l'état de guerre. Et la guerre sera menée contre les ennemis intérieurs, ce qui serait tenté de ne pas être d'accord avec l'unanimité qui devrait se regrouper autour d'un gouvernement en guerre, donc contre la critique sociale. Écoutez ce que dit le philosophe à ce propos. On pourrait poser dans le principe qu'il est possible de lutter contre la bêtise sans illusion de quelque victoire possible que ce soit. On ne peut jamais la vaincre, la bêtise, mais on peut toujours la combattre. C'est le point de vue que je défends dans ce bouquin. Et pour lutter contre un état de fait économique et politique qui a conduit au règne de la bêtise. Et là, je fais un bilan de 50 années de pensée française, dont je pense qu'en grande partie, la pensée française a conduit à renoncer à lutter contre la bêtise. Et que cela, c'est extrêmement grave. Précisément, ça s'est traduit par le fait que toute critique de l'économie politique a été abandonnée par les intellectuels français. Et que cet abandon de la critique de l'économie politique a conduit finalement à considérer comme une fatalité, sans alternative possible, le développement de la bêtise systémique que, par exemple, TF1 revendique à un moment donné à travers la bouche de Patrick Lelay. C'est très important de comprendre dans ce qui vient d'être dit que le monde intellectuel a abandonné la critique, donc il reste les citoyens pour le faire, il reste les mots des citoyens, et ces mots-là seront bafoués, seront délégitimés, seront combattus par la répression. C'est une guerre contre la critique sociale qui est menée aujourd'hui. Ne nous y trompons pas et écoutons cet extrait d'un reportage d'investigation passé sur Canal+. Nous ne laisserons pas un kyste s'organiser. Il y a là une mouvance anarcho-autonomiste. L'État
sera très déterminé. Et nous ne nous laisserons pas impressionner par des groupes qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on puisse se faire de la liberté de manifester, d'émettre une opinion. 2 ans plus tard, à propos de la ZAD de Sivins, son successeur Bernard Cazeneuve va aller plus loin. Ce sont des acteurs qui prennent la question de l'écologie en otage et cherchent l'incident et la violence extrême. Kyste, anarcho-autonome, violence extrême. Pour ce politologue, le gouvernement n'emploie pas ces mots au hasard. Et cherchent l'incident et la violence extrême. Les violences extrêmes, c'est quand même bien défini en sciences sociales. On parle de violences extrêmes pour parler des violences de type génocidaire, violences de masse, des atrocités en période de guerre ou en situation de guerre. Vous voyez bien évidemment que l'ambition de délégitimation, de stigmatisation, elle est absolue, elle est très forte. L'ambition, elle est là. Donc en 2015, nous savons ceci, écoutez. Au niveau mondial, nous courons vers un précipice. Nous ne pouvons que chuter dans l'abîme, ce qui réduit fortement nos chances d'une survie décente. De quel précipice s'agit-il? Il y en a 2, en fait. Le premier est environnemental. Une catastrophe écologique est imminente et nous n'avons que très peu de temps pour la limiter. Nous allons dans le mauvais sens. L'autre date de 70 ans. C'est la menace d'une guerre nucléaire. Une menace qui est en fait toujours croissante. Si vous regardez bien ce dossier, c'est un miracle que nous ayons survécu. Et en 2015, nous risquons ceci, écoutez. L'objectif, alimenter un immense fichier secret de tous les militants qui s'opposent au grand projet. Le FPASP, pour Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Il regroupe les zadistes, les militants radicaux, mais aussi les opposants traditionnels. Dedans, vous mettez aussi bien les non-violents que les violents. Oui, après, c'est pas un fichier en vrac, voilà, c'est segmenté. Mais à partir du moment où un mec est fiché, il y a sa fiche qui est attachée. Et puis si vraiment il est dangereux, on le met dans un autre fichier qui s'appelle le fichier de la sûreté de l'État, c'est la fiche S. La fiche S, c'est celle qui est attribuée aux terroristes islamistes potentiels. La fiche S, j'avais entendu pour les terroristes. Les écolos aussi? Ah bah oui, ceux qui veulent déstabiliser le cas. Enfin, c'est plus l'écolo, là, c'est l'anarchiste. Hein. Mais ce risque est moindre, le risque que nous prendrons est moindre au regard du précipice vers lequel nous conduit la bêtise. Et les combats commencent maintenant. Alors ces combats-là, probablement, doivent consister à ce que la bêtise ne perdure pas dans son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ne... Parce que, évidemment, son objectif, c'est de perdurer. Saisissons. Est-ce qu'on va laisser passer, par exemple, la réforme sur les élections présidentielles qui consiste à éliminer à éviter ou à empêcher l'accéder à la candidature pour laisser finalement les candidats à notoriété représentant des partis ayant de bons financements. Autant que dans cette loi-là, on va réduire la possibilité pour le citoyen d'analyser les comptes de campagne. Avant, on analysait les comptes de campagne sur 1 an, maintenant on les analysera que sur 6 mois. C'est une extension du pouvoir de la bêtise, évidemment. Allons-nous laisser faire, dans le cadre de la loi de finances, vous le savez, le Parlement avait tenté de proposer un article qui tendait à lutter contre l'évasion fiscale des grandes entreprises. Le gouvernement s'y est opposé, a fait revoter les parlementaires pour qu'ils votent correctement, comme on leur dit. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en démocratie quand l'exécutif impose sa loi au législatif, aux représentants du peuple. Alors évidemment, il s'agissait de l'évasion fiscale des grandes entreprises, des grands financeurs des partis. Allons-nous abandonner le Code du travail? Alors évidemment, c'est gausser l'archaïsme du Code du travail, mais cet archaïsme-là ne vient pas du Code du travail lui-même, il vient des différentes attaques menées par une clique de patrons qui rêverait de rester au XIXe siècle et qui fait qu'à chaque fois ces attaques, il fallait contrer par le droit pour éviter l'exploitation telle que rêvée par cette clique-là. On imagine bien que le nettoyage qu'ils vont faire... Oui, on sait bien à qui ça va rendre service. Alors vous allez me dire, mais on est très loin, en évoquant ce genre d'exaction. On est très loin des grandes problématiques que tu as évoquées tout à l'heure, par l'intermédiaire de Chomsky et d'autres, qui est
Mais est-ce que ça nous sert finalement à contrecarrer les politiques qui sont liées au climat et à contrecarrer les politiques militaires ou du complexe militaro-industriel liées à l'arme nucléaire? Eh bien oui, ça nous sert parce que l'idée c'est d'arrêter la bêtise. L'idée c'est d'arrêter son extension et son pouvoir. L'idée c'est ça. Et donc ça s'arrête là où elle se manifeste évidemment. Si on prend un jour, ce qu'on peut souhaiter, la raison citoyenne l'emporte et qu'on prenne un jour le destin en main de nouveau, nous saurons mieux faire qu'une COP 21. Donc voilà, c'est une lutte contre la bêtise. Oui, alors la question c'est comment on s'y prend, comment on peut lutter contre la bêtise systémique. Alors, ce qui nous semble, en tous les cas à nous, la proposition que nous faisons, c'est que nous soyons militants ou non, que nous soyons membres d'associations ou non, que nous soyons bons pères ou bonnes mères de famille ou non, tout un chacun, en tous les cas, l'idée c'est de ne pas rester isolé. La peur nous inciterait plutôt à nous recroqueviller sur nos petites expériences, aussi alternatives soient-elles. Elles sont certainement très intéressantes, localement, modélisantes, etc. Seulement seules, elles ne peuvent rien. Et donc c'est l'isolement de ces expériences qui accroît le pouvoir du gouvernement et surtout des gouvernements autoritaires. Donc il s'agit pour l'ensemble de toutes ces expérimentations qui se font, que ce soit des systèmes d'échange libre, la permaculture, les monnaies locales, les coopératives ouvrières, les ZAD, etc., de se regrouper, de se rencontrer, de sortir de l'isolement pour qu'enfin on ait une puissance à opposer à la bêtise. Comme disait Lordon, il s'agit d'empuissantiser le corps social. C'est ça, exactement. Et sinon, en fait, on se donne bonne conscience à bon compte, mais on n'agit pas sur la bêtise. Il faut transformer ça en politique. Exactement. Donc pour l'année 2016, ce serait quoi, les vœux? D'abord l'année 2016, si... Comment tu la vois? Alors je vais regarder mes cartes. Là j'ai le droit, ouais. En fait, l'année 2016, si elle se poursuit sur le sillon tracé dans l'année 2015, c'est l'année de tous les dangers. Et il faut se souhaiter de ne pas répéter l'histoire. D'abord, à mon avis, c'est ça qu'il faut que nous souhaitions, de ne pas répéter l'histoire. Il ne faudrait pas qu'on république ce qu'a fait la République romaine quand elle a confié son destin à un empereur. Il ne faudrait pas qu'on répète ce qu'a fait le peuple allemand quand il a confié son avenir à un Führer. Il ne faudrait pas qu'on répète ce que les députés français ont fait quand ils ont donné la République à un maréchal. Il ne faudrait pas répéter ce que la démocratie athénienne a fait quand elle s'est agenouillée devant un tyran. Il ne faudrait pas, probablement, et sûrement pas abdiquer comme l'avait fait la Révolution face à un général petit en taille. En 2016, il y aura des signes. Et ces signes-là montreront soit que les peuples ont décidé de remiser la bêtise au rang des accessoires de curiosité et auront permis d'influer et exiger de reprendre en main son avenir et dans ce cas-là d'agir sur le climat et sur le nucléaire ou le risque nucléaire, soit ils se soumettront à la névrose humaine la plus répandue que nous connaissons tous, vous et nous individuellement et collectivement, c'est-à-dire répéter les situations de déplaisir. Écoutez ce qu'en dit Bernard Stiegler. Des humains répètent des scènes de déplaisir et qu'ils trouvent d'une certaine manière une jouissance dans le déplaisir. Oui, il s'agit en fait de sortir d'isolement, comme tu l'as très bien dit, que la mairie de Vaudoncourt ou les mairies de Saillant rencontrent des mouvements alternatifs de permaculture, que des gens qui ont créé des monnaies locales rencontrent des sociétés coopératives ou qui cherchent à trouver des formes d'organisation qui soient plus autogestionnaires, etc., etc. Donc en fait, c'est ça que nous souhaitons en 2016, pour que cette année-là ne soit pas l'année de tous les dangers. Voilà, on souhaite ça. On souhaite ça. Alors, bonne année. Bonne année. À bientôt. À bientôt.